L'humour doit être pris au sérieux pour que la réalité ne devienne pas ridicule. Justement. Et les sérieux ne deviennent pas ridicules. On est avec Monsieur Espoir Boulanga Liré. Il est juriste et humoriste, recteur de l'école régionale d'humour que vous connaissez très bien ici à Bukavu. D'ailleurs, en parlant de dormir au Parlement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dormir au Parlement, c'est constitutionnel. Tu savais ça? C'est inscrit dans notre constitution. Notre Parlement est bicamé, c'est-à-dire qu'il comporte deux chambres. La chambre est haute et la chambre basse. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on fait dans une chambre? Mais on dort tout simplement. Des fois même, je me dis que si mathématiquement, moins fois moins donne plus, alors il faut laisser les moches se marier entre eux. Après, tu commences à aller même dans des sites internet, tu vois, sur des plateformes en ligne, hein, comment prendre du poids dans 3 jours. Et c'est là qu'on commence à te donner des conseils dans tous les sens. Tu vois. À un certain niveau, tu veux prendre du poids, mange les petits pois. À un niveau, ça t'énerve, tu vois. Parce que les petits pois dans l'histoire, c'est toi. Et puis, hey, papa, écoute, moi j'aimerais faire l'humour à l'université. Ah oui, t'es dit d'abord, traduis ça en Kiswahili. Hein? Nenda fa muza pour l'université. Là, tu vois. Virgule Griff Yamboka. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Ici Joe Pat et vous êtes sur Virgule Podcast. Alors aujourd'hui, on vous revient avec une très belle surprise. On est avec Monsieur Espoir Boulanga Liré. Il est juriste et humoriste, recteur de l'école régionale d'humour que vous connaissez très bien ici à Bukavu. Il est avec nous ce soir. Espoir, ça va? Ouais, ça va. Ça va très bien? Très bien. Caribou. Dieu fait grâce. Hein? Ouais. Ouais. Ça faisait un bon moment. Ah, mon cher, depuis. Mais content de te voir ici. Ah, je suis aussi content. Je sens que de te ce revoir. podcast, on va bien s'amuser. Hein? Non, vraiment, je t'assure, on va vraiment s'amuser. C'est pas pour rien que j'ai apporté la cravate. Elle vient d'Italie. C'est fait à la main. Comme d'habitude. Ah oui. Surtout Ouais. ça, hein? On Parce les que détails. quand on Dieu n'oublie te pas. bénit, il faut aussi parfois être conséquent. Ah, l'humilité mal placée. Ah oui, l'humilité précède la gloire. Hein? Ça, c'est toi qui l'as dit quand ça Ouais. t'arrange. Parce que c'est humble, parce que je n'ai pas dit le prix. Oui. Tu vois. Mais ça coûte combien? Ah, ça, je ne peux pas dire. Par humilité. Je peux pas dire. Bon, si vous connaissez très bien Espoir Boulanga Liré, je tiens d'abord à vous rappeler de vous abonner à notre chaîne YouTube. Continuez à aimer, commenter et partager cette vidéo. Et on continuera à mettre des virgules pour vous. Sinon, Comme d'habitude, il a bien de me présenter, je vais le faire quand même. Je viens tout droit du ciel. Non, c'est pas ça. Jospin de Mars, je suis avec un homme que je respecte énormément, Espoir Boulanga Liré, grand frère. C'est pour moi un honneur de te recevoir dans Ah oui, mon humble demeure. Enfin, C'est aussi vraiment un honneur hein, de vraiment d'être reçu par Jospin de Mars. Un garçon qui ne cesse de faire la différence. qu'est-ce que tu veux? Alors, vieux, ça va? Non, mais ça va, Dieu fait grâce. Hein. Bien sapé, et Ouais, tout. c'est ça justement. Petite cravate. Ouais, et ça, j'aime toujours dire aux gens, ça vient d'Italie. C'est fait à la main. Tu n'arrêteras jamais de faire ça. Ah oui, et puis en plus, c'est la vérité. Ouais. C'est vraiment la vérité. Espoir Boulanga Liré. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de t'avoir dans ce podcast. Espoir Boulanga Liré. Il y a toujours une vanne que tu fais souvent avec le nom Espoir Boulanga Liré, disant oui. que c'est un nom qui souvent, qui dit la même chose. Espoir et Boulanga Liré, c'est la même chose. Justement, parce que espoir signifie Boulangali Amashi, Boulangali Amashi signifie espoir en français. Tu vois. Donc mon père, il a juste traduit mon nom Amashi en français. Il aurait pu le faire en anglais, comme tu la dans toutes les paresse de langues. mon père. Il ne connaît pas l'anglais en fait. C'est ça. Ah, Ouais. donc, espoir. Ouais. Peut-être il s'est dit que, j'ai finalement un fils qui va être l'espoir de la famille et du coup il a insisté pour marquer l'insistance et Non, tout. ça c'est ce que tu penses. Si je te dis où est-ce que j'ai fait l'école primaire, tu vas tout simplement comprendre. C'était un problème de marque d'inspiration. Ce n'est pas que, voilà, il avait envisagé que tu vas devenir quoi que ce soit. Non. Moi, j'ai étudié au complexe scolaire Les Verts, tu vois. Genre, je porte votre école là. Ah oui, c'est terrible. Donc, toi là, normalement, tu es le directeur de l'école.
Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah oui, moi, Mais après, je me demande, est-ce que finalement, à ce stade où tu es et tout, je me demande, est-ce que finalement, tu as le sentiment que tu es vraiment le reflet de ce nom, enfin, pour toi d'abord, et puis pour ta famille et pour toutes les personnes qui te regardent, est-ce que tu sens vraiment que tu es l'espoir? Ah, ah, ça dépend de qui il s'agit. Ouais, parce que quand tu viens, par exemple, tu veux traverser la frontière, hein, tu dis, voilà, on te demande ta profession. Tu dis aux gens, voilà, moi, je m'appelle Espoir Boulangalire. Ah, ok, profession, humoriste. Quoi? Herboriste. Donc, même les douaniers, il est étonné. Espoir qui fait herboriste. Après, tu dois lui dire que c'est humoriste. Tu lui dis que tu fais rire les gens. Ah ouais, je trouve aussi, je trouve quand même que justement, comme tu l'as dit, le terme, enfin le concept de l'humour, particulièrement ici chez nous, il a pris un peu de temps avant de s'installer vraiment. Ah, c'était pas facile de dire aux gens que voilà, je suis humoriste et tout. Ça, c'est rien de les dire. Hein. Tu disais aux gens, tu étais humoriste. Aujourd'hui encore, ça va. Hein. Avant, tu pouvais dire aux gens, je suis humoriste. On ne comprenait pas grand-chose. Hein. Du coup, même des fois, tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis juriste et humoriste. Si je dois chercher du travail, par exemple, même la lettre de motivation en bas, tu es obligé de finir avec la mention, hein, je jure sur mon honneur que ce n'est pas une blague. C'est vrai. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Parfois, je me demande, tu sais, comment est-ce que tu arrives parfois à concilier justement ces deux univers? Parce que pour moi, quand tu es dans la posture d'avocature, c'est-à-dire que tu es censé rassurer les gens, les clients sont censés venir devant quelqu'un de sérieux et puis ils te retrouvent après dans une autre forme où tu fais rire. Est-ce que tu arrives vraiment facilement à concilier ces deux univers? Ah, concilier les deux choses, c'est pas toujours évident, mais après, personne ne détesterait avoir un avocat qui lui fait rire, même s'il encourt la peine de mort. Il faut parfois dédramatiser la chose. Hein. Il faut faire comprendre que voilà, hein, on finira tous par mourir. C'est ça la vie. Donc à un moment donné, tu dois les rassurer. Et ça, c'est rassurant. Quand tu lui dis que de toute façon, même si tu meurs, on finira tous par se croiser là-bas. Et donc, c'est ça aussi la manière de rassurer. Moi, ton client dans cette situation, je peux même pas résister. Je peux partir chez quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Ah oui, alors là, voilà, il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Mais après, pour être sérieux, quand même, on fait la part des choses. Quand tu dois plaider pour quelqu'un qui est en difficulté, d'abord, un avocat, tu dois arriver à porter la peine de ton client, c'est-à-dire de te mettre à sa place. D'essayer un peu de te dire si c'était à moi, donc si c'était moi qui étais dans un tel problème, comment je peux m'en sortir. Et donc des fois tu fais des nuits blanches pour essayer de trouver une jurisprudence qui peut en tout cas acquitter ton client ou trouver une disposition légale ou juste un paragraphe d'un ouvrage, une bonne doctrine pour l'aider à se tirer d'affaire. Ah oui, et donc, si on fait la part des choses, c'est totalement possible. Ah oui, justement. Mais parfois, je me demande aussi, comment est-ce que tu arrives est-ce que le métier d'humoriste, c'était calculé ou est-ce que tu t'es dit, voilà, je décide d'être humoriste? Comment tes débuts? Est-ce que vraiment tu as décidé je me lance dans cette carrière? C'était comment est-ce que tu as fait pour décider que voilà, j'attaque ce chapitre de ma vie, je décide de faire rire et tout? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour te retrouver dans cet univers? Ah, le chômage, mon frère. La vérité, le chômage, c'est-à-dire, quand tu finis les études, tu as dans ta tête, hein, même les recteurs, ils te disent qu'ils te lancent sur le marché d'emploi. Ah, justement. Après, quand tu te retrouves, tu vois, justement, l'emploi, c'est une marchandise. Tu vois. Et offert au mieux offrant. Et Dieu seul sait parfois au prix de beaucoup de choses. Hein. Et comme ça, tu vas passer même des tests d'embauche, en fait. Non, c'est parfois des tests d'embûche. On te pose des questions psychotechniques. Tu sens qu'on ne veut pas te donner du boulot. Et après, bon voilà, tu décides d'être humoriste. Tu n'as pas le choix. Non, en fait, plus sérieusement, c'est que au départ, j'ai étudié, j'ai fait le droit et j'ai appris à aimer le droit à la faculté. Surtout une très bonne définition que j'apprécie beaucoup, que j'affectionne, hein, pour parler comme un juriste moderne.
Oui, c'est-à-dire le droit, c'est l'art du bon et du juste. Ça, j'aime beaucoup comme définition. Et ça m'a beaucoup inspiré à vouloir vraiment continuer dans cette discipline juridique. Et j'ai aimé, j'ai appris vraiment beaucoup de choses et ça m'a aidé parce que ma vision au départ, c'est de pouvoir contribuer à l'édification d'un monde beaucoup plus juste et pacifique. Ouais, justement. Voilà, maintenant, après, la passion pour l'humour, ça naît d'abord de la famille, tu vois. Tout le monde fait rire à la maison. Je pourrais même dire que je suis le dernier humoriste à la maison. De la famille. Moi, des fois, je n'ai pas de blague, je reste seulement dans des réunions de famille, j'écris, je fais le PV. Après, le PV, ça, c'est vraiment un spectacle. Toi, tu plagies les réunions de famille. Ouais, oui, en fait, tout simplement dit que dans la famille, tout le monde, il a le sens de l'humour. Mais comment je me lance dedans, c'est que j'ai passé, comme ça, par hasard, à l'Institut français, avec Joyeux qui avait lancé à l'époque Bukavu Comedy Club. Joyeux Bin Kabodjo. Joyeux Bin Kabodjo, que d'ailleurs je salue en passant. C'est-à-dire, il m'a dit qu'il voulait créer un club d'humour, voilà, parce que je pense qu'il avait suivi trop de Jamel Debbouze à l'époque. Ah, ok. Alors il s'était dit qu'il pouvait faire ça à Bukavu. Moi, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Comment tu vas penser pour vouloir créer un club comme ça? Les humoristes, tu les trouves où? Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'est l'humour? Mais après, voilà, il m'a dit qu'il pouvait quand même faire, quand essayer de le faire. Je lui ai dit, ben voilà, si tu penses pouvoir le faire, alors il faut créer carrément, il faut faire une formation. Former alors ces gens avec qui vous pouvez vous succéder de temps à autre sur scène. Et c'est comme ça que voilà, un lundi, c'était à l'époque du directeur Maurice Brouard qui nous a accordé une résidence à l'Institut français. Les Français ont toujours des noms bizarres. Ah ben voilà, c'est-à-dire Brouard. Donc nous sommes venus, moi je suis juste passé pour voir comment il allait se débrouiller. Parce que moi-même je ne croyais pas. Je me disais, mais ce garçon, il se lance dans un truc qui va être incapable de vraiment de faire évoluer. Je suis venu bizarrement dans l'atelier, j'ai suivi juste... Après, voilà, on demande d'improviser des trucs. Moi, j'essaie juste de parler de mon quartier, parce que moi, je suis un garçon de Kadou, tout ça. Oui, ça, c'est faut déjà... mettre ça, c'est dans mon passeport, c'est dans le CV. C'est-à-dire, moi, je parle juste de la vie que nous menions, Kadou, tout, voilà, tu vois. C'est-à-dire, il y a le grand marché, voilà, le marché central, où il y a un endroit que j'aime beaucoup particulièrement, qui nous a beaucoup aidé, le Tchabouaki, là tu ne connais pas. Là, mon cher, là, c'est le genre de marché où tu retrouves tout et n'importe quoi. Des capuchons, des stylos, des boutons de pantalon. Parfois même ton téléphone volé, tu le retrouves là-bas. Ouais, et même ta carte SIM. Même des fois, tu as perdu la carte SIM. Ne va pas swapper rapidement. Tu vas là-bas. Alors, c'est-à-dire, j'ai essayé juste de parler comme ça, naturellement, du quartier. Et bizarrement, j'ai vu que ça marchait. Je me suis dit, mais ah bon? Si parler de mon quartier, ça fait rire autant, je vais encore essayer de parler de ma famille. Après, je parle de moi-même. Et puis, ça a fonctionné, de prime abord, pour parler comme un humoriste moderne. Ça a marché, et puis je me suis dit, ben voilà, j'ai pris goût. Après, très peu d'humoristes peuvent dire de prime abord. C'est ça. En plein podcast comme ça, c'est pas tout humoriste qui pas peut donné se à tout le monde. permettre. C'est pas des humoristes d'un certain encablure. Ouais. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire, j'ai commencé à prendre goût à ça. C'est depuis, je crois, 2016, si ma mémoire est bonne. Et depuis, on a continué avec des productions à l'Institut français. Et puis voilà, c'est comme ça, on est dedans jusque-là. D'accord. Alors moi, je me demande à quel moment tu prends conscience que c'est vraiment une profession pour toi, que tu es censé rester dans le domaine en tant que professionnel. Est-ce que quand vous commenciez, ça donnait déjà l'allure que voilà, au bout du tunnel, ça va marcher? À quel moment tu te décides d'en faire vraiment une profession et commencer à faire peut-être des contrats intéressants? C'est à quel moment que ça arrive, ça? Ah, ça bon, par contre, à aucun moment. C'est-à-dire, tu ne viens pas dedans et tu espères que voilà, demain, tu vas acheter une maison. Non, bon, au départ, on est dedans, c'était d'abord
un passe-temps, je pourrais dire. Hein. C'était vraiment un moment de détente. Et puis, on aimait être ensemble. À un moment donné, quand on a fait beaucoup de répétitions, on aimait toujours rester ensemble. On ne se quittait pas. On restait ensemble, parfois jusqu'à tard. En face là, de l'Institut français, il y avait un endroit, un restaurant où il y avait les haricots et les chapati. On allait manger chaque après répétition. En face de l'Institut français, là où il y a aujourd'hui les restaurants Kinelubu. Et donc, on allait là-bas, on passait du temps à parler des trucs très chimériques. Et je peux te dire, on a même fait une année de répétition sans avoir des contrats, sans savoir on va prester où et pourquoi on répète comme ça. Voilà, mais après ça a commencé à prendre quand même, à devenir sérieux. Lorsque on a joué notre premier gala à l'Institut français, et le directeur Maurice Brouard à l'époque, il a vraiment kiffé. Il a trouvé que c'était vraiment bien fait, c'était aussi du nouveau. C'est comme ça qu'on a décroché notre tout premier contrat avec Canal+. T'imagines, le mois du rire, c'était le mois du rire. Et pour la première fois, on a touché un cachet à travers le métier d'humoriste. Depuis ce jour, on a compris que donc ça pouvait payer. Et le même jour, on a été sollicité par notamment l'hôtel, certains hôtels de la place. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire la pub. Voilà. Et donc, on a été sollicité pour aller jouer. Après, on nous a associés à des prestations avec Souké Siriki et consorts. Des gens qu'on a vus à la télé. Les dieux Souké Siriki, Bobo Diouf, qu'on a rencontrés, on a joué avec eux. Après, tout est parti comme ça, jusqu'à ce qu'on crée le premier festival, Zéro Polémique. Et on joue aux côtés de Saïdou Abacha, d'ailleurs, qui nous a formés à l'époque en humour. Et voilà, on a compris que ça devenait quand même de plus en plus sérieux. Et puis voilà, les festivals ont continué jusqu'aujourd'hui. Et donc, on a reçu depuis beaucoup d'humoristes d'ailleurs. Oui, justement. Voilà, quand tu es déjà sur des photos avec ces gens d'humoristes, tu te dis, voilà, donc, pourquoi tu ne peux pas être comme eux. Et donc, à un moment donné, tu t'es dit, finalement, cette histoire qu'on croyait juste faire pour passer le temps ou parce qu'on n'avait pas du travail. Et c'est vrai, hein, à l'époque, on n'avait vraiment pas du travail. Oui, comme quoi, après, finalement, l'humour en soi, avant c'était juste une passion et tout. Mais après, c'est devenu vraiment un métier, un travail. Oui, c'est devenu vraiment un travail et je peux vous garantir que c'est un travail très exigeant qui demande beaucoup d'efforts et de concentration. Parce que faire rire quelqu'un, c'est pas donné. Ah oui, justement, justement, il y a beaucoup de jeunes actuellement qui, quand ils voient ce que vous faites, ils sont intéressés par le métier. Est-ce que c'est du tic au tac? Est-ce qu'il faut avoir le sens de l'humour pour être humoriste? Est-ce que c'est suffisant, avoir le sens de l'humour? Ou il faudrait passer par un processus, je ne sais pas lequel? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui, en voyant ce que les humoristes font, soit d'ailleurs et d'ici, ils se disent « Ouais, ça va, je peux aussi faire ce métier ». Est-ce que c'est par un processus ou c'est seulement parce que ouais, Dieu m'a créé avec un sens de l'humour incommensurable, alors je peux me lancer dans le métier? Ben, ça, c'est... en fait, être humoriste, ce qui change quand on devient humoriste, c'est que là, on n'est pas ces gens de mecs qui sortent de blagues comme ça à l'improviste et qui font rire deux fois de manière... Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Un humoriste, lui, par contre, c'est quelqu'un qui s'engage désormais à faire rire sur commande. Donc, on peut vous inviter tout de suite dans un deuil. Là, il faut trouver une blague. Tu ne vas pas dire que non, c'est un deuil. D'ailleurs, non. Là, on te paye pour aller faire rire dans un deuil. On peut même t'inviter dans une crèche des enfants de 3 ans. Il faut trouver un moyen de les faire rire. Et donc, c'est différent de quelqu'un qui a le sens de l'humour inné, parce que le sens de l'humour, parfois, ça sort comme ça, sans prévenir. Mais des fois, tu ne sais même pas ça vient d'où. Mais quand tu deviens humoriste professionnel, là, tu apprends les techniques pour écrire une blague. Ah, il y a des techniques pour Il y a des techniques pour écrire une blague. Tu apprends à créer, à répéter, à travailler ton texte, à les ficeler. Et là, tu te retrouves en train vraiment de faire un travail costaud. Et c'est vrai, après, on peut voir, quand on voit une bonne blague sur scène, quand c'est bien,
ça donne l'impression d'être très facile à reproduire. Mais pourtant, c'est là qu'il y a le piège. Justement. Arriver à faire rire pendant 1 minute, ça peut te prendre peut-être parfois même 1 semaine de travail et plus. Et donc, ce n'est pas automatique, ce n'est pas du tic au tac. Il faut apprendre à s'asseoir et accepter de passer par le processus. Moi, je vous dis, on a fait 1 année de répétition sans avoir de prestations. Justement. Vous voyez. Ouais, après, parce que vous n'aviez pas de métier. Ben, c'est vrai que j'étais en chômage, mais même ça, même à part ça, ça nous a beaucoup aidé à vouloir mûrir d'abord ce qu'on est en train de faire comme talent, comme travail, et comprendre à quoi ça consistait. Parce que le problème, et c'est ça le piège, des fois qui atteint certains, quand tu démarres comme ça, la première fois qu'on te voit sur scène, dès qu'on apprécie ce que tu fais, à la même instant, tu es obligé d'avoir 5, 6, 7, 8 autres trucs de même niveau et de même qualité. Vous voyez, et c'est ça qui piège parfois les humoristes ou les artistes. Maintenir le cap. Parce que, oui, dès que tu as maintenu la barre à un certain niveau, alors les gens ils vont admirer, ils vont te demander de reproduire ça. Quand tu joues la même blague 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, 8 fois, ce n'est plus de la blague. Ouais, tu deviens la blague. Donc, à un moment donné, il faut arriver à innover. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour pouvoir se construire. Et dès lors qu'on te découvre, tu as des trucs dans ta gibecière. Tu as de quoi te vendre maintenant. Mais ceux qui vont vite en besogne, après tu es déjà dedans, tu ne sais plus écrire, tu manques de l'inspiration, tu ne sais plus quoi faire. Et donc c'est pour ça moi j'encourage toujours ceux qui veulent continuer dans le domaine à vraiment prendre du temps et accepter de passer par le processus méritoire. Justement, est-ce que c'est à cause de ça que, parce que vous avez après une inspiration exceptionnelle de créer une école d'humour ici à Bukavu. C'est une première en tout cas, peut-être même dans la région, hein, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas assez d'écoles d'humour ici chez nous. Alors les gens ont du mal à comprendre le concept de est-ce que vraiment faire rire, ça peut s'apprendre, des cours comme on est à l'université, les gens qui sont à l'université, ils font là des cours et tout et tout. Est-ce que là où ça se passe par des processus comme ça, des cours, des professeurs, des pauses, je sais pas trop, des examens par exemple. Comment est-ce que ça fonctionne de ce côté-là? Oui, en fait, vous savez, l'humour, ça peut faire rire, ça peut s'apprendre. Je viens de dire, c'est pas le genre de truc que tu fais à l'improviste, mais c'est le genre de truc que tu dois être capable de reproduire plusieurs reprises. Et donc, c'est comme, donne-moi le poisson, hein, je mangerai un jour, mais apprends-moi à pêcher, je mangerai tous les jours. Du coup, on ferait, donne-moi une blague. Ah, je rirai une fois, mais apprends-moi à faire rire ou à écrire la blague, je ferai rire. Et après, je me demande si moi, mon père, il peut aussi apprendre parce que le sens de l'humour. Ton père, il a le sens de l'humour comme ça. Ah oui. Et tu vois, parfois aussi, c'est des genres de blagues qui fonctionnent quand on ne te demande pas d'en faire. Justement. Mais quand on te dit, voilà, viens maintenant faire la blague, ça disparaît. Ça disparaît. Ouais, mais un humoriste, c'est différent. Tu sais déjà que voilà comment je fais, Et parfois, avec le stress, tu peux perdre la meilleure blague que tu avais à donner. Mais on t'apprend également à gérer ton stress. Alors, pour revenir sur l'école d'humour, c'était justement ça également. L'école d'humour, c'est ce qui est basé à Bukavu. Et c'est vraiment un concept que nous avons mis en place parce que nous avons compris que c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Et il y a beaucoup de gens, à un moment donné, comme vous le disiez tantôt, qui vous voient sur scène ou qui voient des spectacles sur scène, Jamel Debbouze et consorts, se disent, moi j'aimerais également faire la même chose. Après, ils vous disent comment je fais pour arriver à faire rire. Alors, il faut lui apprendre comment le faire. Et en cherchant à comprendre comment aider celui qui veut apprendre, vous découvrez que finalement, l'humour, c'est toute une discipline qui a beaucoup de choses à apprendre. Carrément. Et c'est là que carrément vous apprenez à... Vous trouvez qu'il y a des livres d'humour? Des livres d'humour. Ah bon. Vous trouvez qu'il y a des enseignants d'humour, il y a des coachs. Il y a même des universités, des académies d'humour. Au Canada, par exemple, il y a une académie d'humour, École nationale d'humour.
C'est donc là tu vas, C'est un autre niveau, ça. Ouais, là tu fais un cycle de 3 ans carrément pour apprendre à faire rire. LMD. Ben, ça dans le système LMD, tu as maintenant une licence en humour. Et si tu veux continuer, tu veux même faire la maîtrise et puis le doctorat. Le PhD en humour. PhD en humour. Ouais, ça, Après, c'est pas facile pour un enfant d'ici. Enfin, je parle plus le secteur, enfin la région. Ici, tu débarques comme ça de l'école secondaire et puis, hey, papa, écoute, moi j'aimerais faire l'humour à l'université. Ah oui, il te dit d'abord, traduis ça en Kiswahili. Hein? Nenda fa Mouza pour l'université. Là, tu vois, ton papa, il ne te comprendra jamais. Mais en fait, c'est vraiment un métier, et puis un métier qui est très rentable aussi sur le plan économique, financier. Et si vous avez vu certainement cette cravate qui vient d'Italie, et c'est fait à la main. À la main. Ouais, donc, et récemment, j'avais une montre à manivelle, venue de Suisse, fait à la main aussi. Tout ça grâce à l'humour. Ouais. Ouais. Et donc, par contre, là, ce mouchoir de poche, lui, il est fait au pied. Non, c'est une blague. Hein. Ah ouais. Mais en fait, c'est-à-dire que les universités, ça fonctionne parfaitement au Canada. Et donc, nous, on s'est dit, pourquoi ne pas approcher parce que nous, si on avait eu cette chance, dès nos débuts, d'avoir des gens pour nous guider, peut-être il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu mieux faire encore, davantage. Et voilà, maintenant, on essaie de rapprocher davantage les apprenants de la matière. On a même acquis des livres d'humour. Maintenant, on est en train de constituer une bibliothèque qui va servir à tout ce qui veut l'apprendre. Comment écrire un spectacle monté sur scène, des livres de stylistique. Tu vois que ça commence à devenir sérieux. Vraiment, c'est... Ouais, il y a même des livres de grammaire. Grammaire? Ouais. Tu ne peux pas faire rire si tu ne connais pas hein, la grammaire. On a même acquis désormais un dictionnaire de l'humour juif. Ça, tu n'as pas vu venir. Mais pourtant, c'est vrai. J'aimerais bien voir ce dictionnaire, les mots qu'il y a dedans et tout. Ouais, mais pour dire tout simplement qu'il y a tout un tas de documentation sur la question. Et l'idée, c'est vraiment de constituer cette documentation et de mettre le tout dans un endroit sûr où les gens qui veulent apprendre, même à notre absence, ils peuvent venir. On a même conçu une plateforme de cours en ligne où nous donnons des cours sous forme de tutoriels. Et voilà, vous voyez que nous avons le matos. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de matos. Apprendre une blague, c'est vraiment très sérieux. Ce n'est pas de la blague. Ouais, c'est comme ça. D'ailleurs, ça me rappelle le dicton de cette personne qui disait que l'humour doit être pris au sérieux pour que la réalité ne devienne pas ridicule. Justement. Et les sérieux ne deviennent pas ridicules. Donc, justement, en parlant de ridicule, après, je me dis, est-ce que le métier d'humoriste, ensuite, la vie de tous les jours, est-ce que le fait que vous soyez humoriste, ce n'est pas une façon de vous bloquer sur certaines situations de la vie où, quand les gens ils vous voient dans la rue, ils se disent « Ouais, le type là, il est marrant H24 et tout. » Donc, du coup, quand il faut vraiment qu'on vous prenne au sérieux, ce n'est pas le cas. Enfin, je prends un exemple banal et tout. Un problème que vous pouvez avoir avec les meufs, par exemple. Quand vous approchez, vous abordez une meuf, est-ce que dans sa conception, ce n'est pas, c'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'humour et tout? Ah oui, parfois c'est le cas. Ça, c'est pour ça que je vous ai dit même ici, hein, même dans la lettre de demande d'emploi, il faut toujours finir avec un serment. Je jure sur mon honneur hein, que ce n'est pas une blague, c'est vrai. Hein, vraiment, je n'ai pas du travail. J'ai besoin de ce travail. Ouais, mais en fait, les gens, parfois, ils vous voient comme ça, ils ont l'impression. Mais bizarrement, moi, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas cette chance. Hein. Moi, dans la vie courante, les gens, ils ont l'impression que je ne reflète pas un humoriste. Justement, quand vous voit... c'est comme ça que je piège mes victimes. C'est une façon de les piéger. Ah, c'est comme ça. Parce qu'après, tu vois, quand tu dis à quelqu'un, il pense que voilà, tu n'es pas si marrant que ça, mais après, tu fais un spectacle. Ça peut ressembler à quoi? Justement. Un spectacle de quelqu'un comme ça. Il a envie de venir. Il a envie de venir. Carrément. Juste pour voir si c'est vraiment ça. Après, tu as 2-3 personnes qui viennent.
ton spectacle les prochains. Parce que si trouver du public de nos jours, c'est pas facile. C'est pas facile. Ah oui, il faut Ah, trouver des compliqué. astuces. Ouais, il faut trouver des astuces. Parfois, tu te fais passer pour un évangéliste. Parfois, tu te fais passer pour un témoin de Jéhovah. Tu viens distribuer des dépliants. Tu glisses des autocollants du spectacle. Ouais, pour essayer de motiver les gens à venir. Quand tu vas dans des salles de royaume, tu dis que voilà, moi aussi, je me suis converti avant-hier. Vous ne me voyez pas souvent, mais je suis dans l'autre paroisse. Heureusement que vous avez les outils et tout. Ah oui, c'est ça en fait. Oh là là. J'aimerais vous demander un peu, juste comme ça, est-ce que vous avez déjà vécu un moment sur scène, enfin vraiment mémorable, un truc vraiment, vous dites waouh, ça c'est un moment exceptionnel que j'ai vécu sur scène. Exceptionnel dans le bon ou le mauvais sens. Ah bah, il y a les deux. Hein. Moi, j'ai connu des moments où, après un spectacle, tu as vanné quelqu'un dans le public qui te dit, mon frère, je vais te battre. Je t'attends à la sortie. Ah, mais ça m'a aussi appris beaucoup de choses ces jours-là. Hein. J'ai compris qu'avant, quand on t'invite pour aller jouer dans un spectacle quelque part, il faut d'abord repérer les issues des secours. C'est souvent une blague mal placée qui peut te valoir... On peut te casser la figure comme ça. Peut-être c'est pour ça que je ne sais pas les humoristes, ils tentent pas trop le public de Carta. Ah ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça que tous les spectacles sont concentrés à l'Institut français. Tu ne vas pas aller faire un spectacle comme ça, tu vas vanner les gens de Pomba Solution. Ah oui, là c'est compliqué. Mais aussi il y a des bons moments qu'on a vécu sur scène, des moments où vraiment tu as des rires à tout. Tu es obligé d'attendre que les gens finissent à rire. Et voilà, après, tu sens une satisfaction de vraiment que tu deviens quelqu'un d'important aussi. Justement. Oui. Vous aviez fait après, une expérience internationale. Vous avez fait un des grands festivals en Afrique. Africain. Comment c'était Africa Stand-Up, c'était vraiment un moment merveilleux, je peux dire. Hein. Valérie Ndongo qui nous lit en copie. Non, c'était une blague. Hein. Ah ouais. Qui nous suit. Hein. Je suis sûr qu'il suivra la vidéo. J'espère. Ouais, c'était vraiment un moment intéressant, important de rencontrer d'autres humoristes de différents horizons. Justement. Pour parler comme un humoriste moderne. Parce que là, il y a vraiment, c'est du travail intense. C'est des moments où vous travaillez d'arrache-pied, où vous devez reproduire des spectacles, mais sous forme d'émissions. Des émissions à être diffusées à la télé. Et du coup, c'est très exigeant du point de vue... Là, rien qu'à passer par là, tu apprends des choses sur la carrière. Tu apprends que tu ne peux pas porter n'importe quoi sur scène. Voilà. Ah ouais? Et parce qu'il faut, après... T'es rassuré si tout ça va matcher avec la lumière. Tu n'as pas besoin d'aller avec des montres comme ça sur scène, même si ça coûte cher. Tu ne vas pas faire ça. Mais tu apprends également qu'il faut vraiment apprendre à rentrer dans le timing. Même si tu as 1000 inspirations par seconde, il faut rentrer dans le timing parce que le temps est calculé. C'est 5 minutes pour chacun. Tu ne dois pas aller à 1 minute ou 1 seconde de plus. Sinon, tu auras lésé, tu auras bousillé l'émission pour le reste. Ah ouais, justement, c'est des moments qu'on apprend comme ça et c'était merveilleux. Et même là, je vous parle, des gens ils continuent à me dire qu'ils me suivent à la télé. Oui, justement, j'ai suivi, je crois qu'on a rediffusé votre passage vraiment, ah oui, sur Canal+. Et c'était vraiment une expérience exceptionnelle de vous voir et tout. Ah oui, c'est ça en fait. Après, tu ne sais pas est-ce qu'ils rediffusent ça parce que c'est bien ou ils ne rediffusent pas ça parce qu'il n'y a plus rien à diffuser. Ah non, non. On te diffuse à 23h, mon frère. C'est quoi l'idée? Tout le monde dort déjà. Ouais, mais parfois, il y a toujours des noctambules qui continuent à te suivre. Justement, moi, je suivais ça. Ah oui, je crois que c'était tard un peu. Ouais, tu as dû prendre du café pour suivre ça. Non, mais c'était intéressant. J'ai vraiment aimé le festival en entièreté, surtout votre passage. Et ce que je trouve intéressant encore un peu plus, c'est le fait que, et je trouve aussi que ça, c'est comme un pouvoir dans l'humour. Vous avez fait des blagues que vous avez écrites ici, des blagues, et vous les avez essayées ici, ça marchait. Vous partez devant un autre public et ça marche toujours de la même manière. Ah oui, en fait, ce qui est bien, c'est quand vous avez fait un spectacle qui marche à un endroit,
parce que tout ça fonctionne, et Joyeux aime toujours dire ça, hein, avec le cadre spatio-temporel. Il y a une blague qui peut marcher à l'Institut français, mais qui ne va pas marcher en France. À l'essence. Ouais, tout comme elle peut marcher à l'essence, mais... Je ne sais pas si on doit dire vice-versa. Ah oui, et inversement. Ouais, c'est-à-dire, parfois, il faut maintenant faire la blague à l'envers pour que ça marche. Non, mais en fait, c'est que quand vous arrivez maintenant dans d'autres contextes comme ça, déjà, vous avez des cultures différentes. Même c'est-à-dire le français parlé, c'est pas la même chose. Là, quand tu dis, par exemple, 70, ils ne comprennent pas. 70 et qu'on sort. Et donc, il faut déjà rentrer dans leur mentalité, essayer de comprendre comment leur conception de la vie, pour essayer de te prétendre leur faire rire. Et c'est comme ça que nous avons aussi vraiment, nous avons fait des efforts, beaucoup d'efforts pour s'habituer à ces contextes particuliers. Et c'est ça vraiment qui vous fait grandir aussi. Dire que voilà, vous pouvez... on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Est-ce qu'après cette expérience, je me demande si vous n'aviez pas eu cette envie de rêver vraiment international, dans le sens où, parce qu'on en voit souvent des humoristes qui sont là et qui tournent par des pays en pays. Est-ce que c'est vraiment parmi vos objectifs, jouer des villes en ville, faire beaucoup de spectacles dans d'autres villes, dans d'autres pays et tout, qui sont échelonnés sur une périodicité et tout. Parfois, il y a des humoristes, tu vois, il a une tournée, il te fait 50 dates en un mois et tout. Ah ouais, ça c'est vraiment respect, hein. 50 dates, c'est quand même... Sauf que 50 dates en un mois. Ah, 50 dates en un mois. Là, c'est-à-dire que... C'est ça la blague. Il y a des dates, ils jouent avant midi, mais... Ou bien peut-être qu'ils jouent dans la même salle aussi. Carrément. Hein? Ouais. Peut-être qu'ils comptent aussi ses répétitions. Ils comptent aussi les répétitions. Ah, peut-être. Mais en fait, c'est vraiment une expérience particulière, hein, de travailler comme ça, de cette façon-là. Mais moi, déjà, pour moi, l'idéal, ce serait de créer une scène internationale à Bukavu. C'est-à-dire que les artistes, que d'autres artistes d'ailleurs viennent ici pour se dire, voilà, nous allons jouer à Bukavu et trouver qu'il y a des humoristes qui en valent la peine. Moi, ce serait ça vraiment mon rêve le plus ardent, qu'on arrive à faire braquer les projecteurs sur la ville de Bukavu. Parce qu'après, quand on va ailleurs, et ce n'est pas toujours évident, il y a une partie de tout ça qu'on ne vous dit pas, tous les stress des visas, tous les stress des voyages, des avions et consorts. Et voilà, parfois aussi, pour trouver le passeport chez nous, ce n'est pas évident. Ah ouais. Pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont seulement des photos passeport. Ouais, et d'autres qui n'ont que la viande de porc. Donc tu n'as pas le passeport, tu as le porc seulement. Le pass, il n'a pas. Alors, c'est-à-dire, c'est bien d'aller jouer à gauche, à droite, mais créer une industrie du rire qui marche à Bukavu, qui génère l'argent localement. Je trouve que c'est plus rentable sur le plan économique, même pour la ville. Ça pourrait arriver parce que quand vous avez par exemple des gens qui se déplacent vers le Marrakech, après c'est des touristes, après c'est des hôtels qui sont bookés, après c'est des devises qui sont amenées. Et donc je trouve que c'est plus bénéfique pour nous tous que nous puissions créer quelque chose qui marche localement et qui fasse parler sur le plan international. Parce que justement, après, moi avant je croyais que Marrakech, c'était juste un concept. Enfin, géographiquement, je suis pas très... Je pensais pas que c'était une ville. Avant, je pensais pas. Ah oui, c'est ça. Mais après, j'étais vraiment... Tu as fait quelle école primaire c'était ou encore? Ouais, c'est parfois les écoles, tu vois, toi-même, Léno, il est déjà dans ta langue maternelle. Ouais, c'est terrible. Ouais, justement, enfin, pour dire que j'avais trouvé ça vraiment impressionnant, le fait que, enfin, Jamel Debbouze, enfin, un grand humoriste, pour ceux qui ne le savent pas, un Français, mette un si grand festival chez lui, à la maison, et que la dimension internationale du festival prenne de l'ampleur vraiment incommensurable. Parce que moi, avant, je croyais que Marrakech, c'est juste un concept qu'il a trouvé, genre Marrakech et tout. Pourtant, c'est le nom de la ville. Justement. Oui, c'est cela. En fait, c'est parce que le problème également, c'est la conception qu'on a de l'international. C'est quoi l'international? Parce que ce qui est international ici est local en France.
Parce que la France, ça reste local pour le français. Carrément. Mais nous, on prend ça pour de l'international. Un Français aussi, voilà. Et pourquoi il ne parlerait pas de Bukavu comme une scène internationale? Et donc, tout dépend de la conception qu'on a. On peut chercher à inverser la vapeur ou l'inverse. Mais on peut créer ces contextes favorables pour l'industrie du rire à Bukavu. Et ce serait ça, pour moi, vraiment un aboutissement le plus ardent. Mais pour en arriver là, il faut d'abord créer une inflation d'humoristes. Qu'on ait vraiment des humoristes genre, dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers. Voilà, c'est-à-dire, tu vas à l'église, tu vois, même des évangélistes, il y a certains humoristes qui sont infiltrés. C'est ça, c'est vraiment ça l'idéal. On infiltre tous les domaines de la vie, tu vois, même pas. Bon, sauf les domaines prophétiques. Nul n'est prophète chez soi. Et donc, c'est pour ça également que les humoristes, on devrait apprendre. Et c'est pour ça que l'école, c'est bien. Parce qu'après, il y a de la censure à faire sur ce que nous faisons comme travail. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ça, par exemple. Est-ce qu'on peut se mettre à vanner maintenant tout le monde dans tous les sens, aller commencer à vanner des personnes vivant avec handicap, aller commencer à vanner. Non, mais à un moment, il y a des limites quand même. À tout. Même les blagues ont des limites. Hein, et d'autres disent que les limites ont des blagues. Non, je la place ou je la place pas? Ben, vous pouvez la placer. Hein, oui, parce qu'après, quand vous parlez de handicap, j'ai appris que dans l'humour, il y a même une technique de contre-pied. Ah oui, le contre-pied. Ça, déjà, par contre. Contre-pied. Ah, c'est handicap. Ça, c'est vraiment pas la meilleure blague. Hein. Ouais, carrément pas. Ouais, parce que. Du coup, moi, je me demande, est-ce que vous pouvez. Vous êtes tout terrain pour dire. Parce que, quand même, l'humoriste, au-delà du fait qu'il fait des blagues, il fait rire, il transmet souvent des messages, soit patriotiques, des messages de morale, etc. Est-ce que vous pouvez aborder n'importe quel sujet, malgré les pressions qu'il peut y avoir des censures? Vous dites, bien, ça c'est la vérité, j'y vais, je fonce. Ou vous avez un peu de limites face à ça? Alors, tout dépend de ce qu'on veut passer comme message. Mais un bon artiste, déjà, c'est quelqu'un qui doit être capable... Il n'a pas un langage de tout le monde, un langage courant. Il a un langage artistique. C'est-à-dire, à travers le langage artistique, on peut transmettre des messages de 1000 manières, sans pour autant s'exposer à des poursuites. Parce que là aussi, il faut apprendre à doser son message. Justement. Toute vérité est bonne à dire, ben oui. Hein. Si tu as un frère qui est magistrat ou avocat, peut-être. Mais si vraiment tu n'es qu'un simple humoriste qui se cherche, comme nous autres, tu ne vas pas te permettre d'aller t'en prendre à tout le monde. Il faut apprendre à doser ce que tu as à dire. La liberté d'expression, mais sous réserve du respect de la réputation d'autrui, justement, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ça sent l'avocature. C'est l'avocature pure et dure. Carrément. Pour s'exprimer comme un avocat moderne. C'est-à-dire, chaque fois que... Ça, c'est vraiment les tamis par lesquels doivent passer nos spectacles. Est-ce que c'est contraire à l'ordre public? Est-ce que c'est conforme à la c'est pas moi, aux bonnes mœurs? Est-ce que ça ne porte pas atteinte à la réputation des gens? Si tu es capable de faire un spectacle qui, en tout cas, respecte les 3 éléments, tu peux faire tout ce que tu veux. Oui. Mais après, quand même, par rapport à d'autres disciplines, sincèrement, ça c'est mon avis, je trouve que l'humour peut passer de manière plus pacifique un message où quelqu'un veut réclamer un droit et tout. Je trouve que la technique de l'humoriste, elle est plus pacifique par rapport à d'autres, enfin je ne dirais pas d'autres domaines artistiques, mais de manière générale, quand par exemple il s'agirait de parler aux politiques et de les faire de manière marrante, je trouve qu'il sentirait de manière pacifique que quelqu'un vient s'exprimer de manière aisée, sans vraiment réclamer, sans casser les trucs, sans faire beaucoup d'embrouilles. Et je trouve que aussi c'est le meilleur moyen pour un humoriste, c'est l'un des meilleurs moyens pour exprimer des choses et réclamer peut-être des droits, en quelque sorte.
Ben oui, hein, toujours sous réserve du respect hein, de la réputation d'autrui, de l'ordre public et des bonnes mœurs. On peut passer tous les messages qu'on veut en respectant ces éléments-là et en espérant qu'il n'y ait pas de représailles. Parce qu'après... Vous avez déjà vécu ça, vous? On peut... Des représailles J'ai failli me faire casser la gueule par quelqu'un. Tu vois, et ça, c'est pas rien aussi. Ça te traumatise des fois. Tu te demandes est-ce que je ne devrais pas arrêter avec ces conneries. Moi aussi. Pourquoi j'ai commencé à parler de lui? J'aurais pu parler des canards ou des orang-outans. Il n'allait pas. Les rhinocéros, par exemple, ou les babouins. Si je parle de lui, il ne va pas venir dire oh non, il va se... Les droits des babouins et tout. Ouais, il n'y a pas des ONG qui défendent les droits des ours polaires. Personne. On n'a qu'à les vanner. Il n'aura jamais de problème. Mais en fait... oui, on peut passer de messages, mais toujours avec beaucoup de retenue. Les retenues, c'est vrai que l'humour, il est tellement vaste, tout dépend maintenant de la coloration qu'on donne à son humour. Parce qu'il y a aussi de l'humour parfois méchant, de l'humour noir. Tu vois. Il y a des gens qui parfois empruntent des chemins périlleux, ouais, comme cela, de l'humour noir. Oui, ils peuvent dire n'importe quoi. Ils disent des choses qui sont censées choquer. Tu vois. Le sarcasme, par exemple. Tu vois. Toi, tu parles d'un massacre comme si c'était une blague. À un moment, les gens qui ont perdu les leurs se sentent heurtés. Ouais. J'avais lu même une information, paraît-il, qu'il y a un humoriste américain qui, après l'attentat du 11 septembre, avait fait un spectacle juste après. Et il a fait des vannes sur l'événement. Les gens s'étaient levés, ils étaient partis. C'est cela. Parce qu'après, ces gens qui sont venus, tu ne sais pas qui a perdu qui dans l'attentat. Et puis, quelque chose qui touche à la conscience collective, tu ne vas pas banaliser. Il y a des choses qu'on ne sait pas banaliser. Carrément. Vous voyez, donc il faut juste apprendre à doser son message et c'est très important. Les restes, vous pouvez surfer comme vous voulez. Vous parlez carrément des babouins. Ah oui, vous parlez de ça aussi. Ah oui. Ouais, c'est cela. Donc, Ah ouais, très intéressant de vous suivre en tout cas. Et alors j'aimerais que vous, pour ce moment, vous profitiez parce que beaucoup de gens vont regarder sûrement, des jeunes sûrement, beaucoup de jeunes vont regarder. Qu'est-ce que je profite pour... C'est pas un discours politique. Ah, vous savez que ça en politique, ça a une signification? Le fait de ne pas... Ouais. De ne pas fermer les boutons. Quelle signification? Ah, désolé. Parce qu'après, je peux commencer à faire ça. Si j'arrive dans une réunion politique, tu... Ah oui, parce que, étant donné que beaucoup de jeunes vont regarder sûrement le podcast, et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont très ambitieux en termes de rêves, et je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup des rêves de jeunes se transcendent vers plus l'artistique, enfin des domaines, je ne dirais pas vraiment informels, mais pas trop études, tu vois un peu. Alors quel est le conseil que vous pouvez donner à ce genre de personnes qui ont vraiment ces ambitions, par exemple pour quelqu'un qui aimerait être comme vous, qui a des ambitions d'être humoriste, qui est encore au bas âge, parce que vous êtes quand même passé par déjà plusieurs étapes et vous avez appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui, dans sa tête, se dit « j'aimerais être comme Espoir ou j'aimerais être comme tel autre artiste ». Quel genre de conseil vous pouvez donner à ce genre de personnes? Bon, le conseil, c'est d'abord de croire en ce qu'on veut faire. De croire. Vous voulez faire de l'humour? Croyez-en. Croyez-y. C'est cela, non? Non, croyez-y. Oui, parce qu'après, il faut savoir, est-ce que c'est un verbe transitif direct ou indirect? Est-ce que le COD précède le verbe? Oh là là. Il faut te rappeler. On nous embrouille avec ces histoires. Ah oui, mais après, tu n'as jamais rencontré des COD. Jamais de ta vie. À part le gaz carbonique. Ça, tu rencontres tout le temps. Mais l'idée, c'est d'abord de croire en ce qu'on fait. Tu dois y croire. Et moi, j'aime, quand je reçois les humoristes qui viennent pour la première fois, moi, je leur soumets à un exercice toujours de dire pourquoi tu veux faire l'humour. Quelle moustique t'a piqué? C'est quoi ta déception dans la vie? Qu'est-ce qui te prend pour venir faire de l'humour? En fait, ce n'est pas ça. C'est juste une manière d'amener la personne à se remettre en question d'abord.
Parce que ce qui importe, ce n'est pas ce que les gens pensent de ce que tu fais. C'est toi-même ce que tu penses. Justement. Tu n'as pas besoin d'expliquer à quelqu'un d'autre pourquoi tu veux être humoriste. Tu as besoin de t'expliquer d'abord à toi-même. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir faire de l'humour? Dès lors que tu te réponds à toi-même, le reste va aller de soi. Parce que les gens vont te décourager. Justement. Les gens vont vraiment t'insulter. Les gens vont te trouver... Des fiancés vont te fouiller. Ça, il faut qu'on vous dise la vérité. Mais après, il faut arriver à faire avec et à se comprendre soi-même d'abord. Dès lors que tu sais pourquoi je fais ça, il n'y a personne qui peut te convaincre de faire le contraire. Et donc, c'est ça qui, je pense, mérite d'abord d'être intériorisé par celui qui veut apprendre. Et puis après, ce n'est pas d'être comme moi. Hein? Moi, je suis quoi? À part mes cravates qui coûtent cher. Hein? C'est pas Ah oui, vraiment... justement, parce qu'il y a des gens à qui on a dit de nous écrire vous concernant. Ah bon? Ah ouais, Commence à écrire. justement. Mais vous pouvez lire le message. Hein? Ouais, on va y arriver. Oui, mais si c'est ma fiancée de l'autre fois, ne prenez pas. Elle va dire des choses pas bien. Ouais, vous laissez carrément. Oh là là. Elle insiste. Elle insiste. Bah, carrément, ouais. Mais c'est pas votre fiancé. C'est pas Ah oui, heureusement, parce qu'elle, je sais qu'elle va dire seulement, non, celui-là, il va finir en désordre. D'ailleurs, on me l'a dit dans la prière. C'est pour ça que je l'ai laissé. dans la prière. Ouais, mais Dieu est dans. Quand elle va voir maintenant la cravate, comment les choses évoluent. Surtout que Elle la commence à cravate changer vient les de... discours. Elle vient d'Italie. Elle s'est fait à la main. Et je vais bientôt acheter une montre à manivelle. Hein. Dieu est dans. Non, c'était juste pour dire que voilà, il faut que les gens apprennent à être eux-mêmes, original. C'est le plus important et pas que tu veux forcément être comme moi ou comme quelqu'un d'autre. C'est d'accepter d'abord d'apprendre et puis de trouver son style, de se forger soi-même et de foncer et de carburer. Et le reste va aller Carburé. de soi. Oui, c'est pour parler comme un artiste moderne. Qu'est-ce que vous voulez? Ah ouais, j'espère que vraiment ces conseils vont aider la plupart des jeunes qui, soit dans l'humour... Et des vieux parfois aussi, parce qu'il y a aussi des vieux qui veulent apprendre les métiers. Après, c'est compliqué, un vieux, t'imagines un vieux de 50 ans ou 60 ans qui se dit, ouais, moi, c'était l'humour. Ouais, parce qu'après, moi, on en a enregistré à l'école d'humour. Ah bon? Oui, on a enregistré des personnes quand même à un âge avancé qui sont venues s'inscrire pour apprendre. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de faire de l'humour vétéran. De créer un club de vétérans. Un club de vétérans d'humour qui viennent faire des blagues vraiment des troisième âge. Ouais, ce serait très, très intéressant. Et des personnes, parce que plus on a de gens à un âge avancé, plus... Parce qu'après, nous, les jeunes, c'est pas évident de faire rire un vieux des 70 ans. Ouais. Lui, il a des blagues à lui qui lui font rire. Nous, on ne les connaît pas. L'écart de génération. Donc, il y a un écart. Parfois, ce que nous, on fait, parfois, ils ne trouvent pas ça trop marrant. Il faut qu'il y ait quelqu'un de son âge qui sait lui parler comme nous, on sait parler aux gens de notre génération. C'est un peu ça. Et donc, toujours important, même les vieux, ils ont aussi... Vous voyez monter sur scène à 80 ans, enfin si Dieu vous fait grâce. Ah ben mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, surtout que... Tu sais, l'avantage avec l'humour, c'est que c'est les genres de métiers où toi-même, tu t'amuses en travaillant. Tu n'as pas l'impression que c'est fatigant, c'est stressant, non. Et donc, c'est un travail très relax. Tu es là, tu te détends. C'est-à-dire, tu fais des blagues, parfois tu rigoles sur tes propres blagues, justement. Et puis on te paye. Tu vois pas que ça, c'est un métier quand même. C'est comme un chef cuisinier qui bouffe sur la nourriture, mais on le paye. Oui, et il y a un métier de dégustateur que j'ai appris. Voilà. C'est-à-dire, tu dégustes ta propre nourriture. Parfois, tu dégustes la moitié du plat, mais maintenant, la différence, l'humour, c'est inépuisable. Vous pouvez même être 10 000 à rire sur la même blague, et tout le monde sera servi. C'est différent d'un plat de crevettes. Vous avez déjà mangé un plat de crevettes? Ah, je suis plutôt crevé. Je ne vais pas aller m'aventurer sur les crevettes. Ouais.
Ah oui, Parfois, c'est les ça. plats comme ça coûte cher dans les restaurants. Ah oui, ça coûte cher, parfois pour rien. Pour rien. Ouais, c'est... Alors qu'il suffirait d'aller chez Mama Boulonza. Tu connais Mama Boulonza? Ah oui, c'est parfois aussi chez Wadezia. Nous, le gars, il nous a beaucoup aidé. Hein. Ouais, c'est-à-dire... Il faisait quoi? Lui, sa spécialité, c'était les riz aux haricots. Ouf. Il savait bien le faire. Puis parfois, tu avais plus de sauce que de riz. Ah oui. Ouais, c'était terrible. Mais lui, il a quand même fait son temps. C'était un vrai business. Lui, il a compris les principes d'investissement. Attends, tu investis peu, mais tu gagnes beaucoup. Ouais. Il investissait beaucoup d'eau, mais gagnait beaucoup d'argent. Carrément. Ouais. Ouais, c'était... Aïe. Alors voilà, carrément, on va lire juste quelques messages, genre des gens qui ont écrit à votre sujet, c'est Ok. peut-être des questions, et vous allez dire ce que vous en pensez. D'accord, Ça va. Il y a par exemple quelqu'un là qui nous a posé une question, qu'elle vous est adressée. Hein. Est-ce que vous préférez... Ouais. Est-ce que vous préférez passer... Elle est marrante. Est-ce que vous préférez passer 3 nuits avec Beyoncé? Vous connaissez Beyoncé? Beyoncé, Ça doit être une chanteuse... une chanteuse américaine. justement. Mhm. Alors, est-ce que vous préférez passer 3 nuits avec Beyoncé ou 30 minutes avec Jamel Debbouze? Bon, Beyoncé, passer 3 nuits avec elle dans des séances de louange et adoration. Ça pourrait intéresser même les pasteurs qui me suivent. Voilà, des louanges et adoration et d'évangélisation intense. Ça peut être... ouais. Mais en fait, Jamel Debbouze, ce serait très bien de les rencontrer. Déjà, qui c'est qui se ressemble, ça semble. Justement. Ouais, j'aimerais bien voir celui qui nous a tous donné cette passion de l'humour. On a commencé à le suivre, on ne comprenait même pas c'était quoi. On trouvait juste que c'était bien. Après, voilà, on a compris que c'était ça l'humour. Les rencontrer comme ça, face à face, ça serait l'idéal. un grand kiff. Mais aussi Beyoncé, je ne parle pas anglais. Comment on va discuter avec elle, c'est pas évident. Hein. Jamel Debbouze, on parle français ensemble, Carrément. c'est plus facile. C'est plus facile. Vous avez un musicien que vous préférez ou vous n'êtes pas trop de musique? Un musicien, voilà, oui, je suis des musiciens. Hein. Vous ressemblez plus à des gens qui suivent soit les anciennes chansons et tout. Les anciens succès. Hein, comment ça s'appelle? Ah, des Wendo Colossoy. Ah oui, Wendo Colossoy, là, c'est un grand. Marie-Loïse. C'est-à-dire, le gars, il peut te chanter Marie-Loïse. Tu peux aller acheter les unités. Tu reviens, il est... Toi, tu peux croire que la radio est en panne. Mais quand tu rentres maintenant à 30 minutes, Coloé, ouais, c'est-à-dire, le gars, il savait économiser l'inspiration. Ah, c'est oui. pas possible. Non, c'est ça. J'aimerais bien suivre cette chanson. Non, va sur Internet, tape, tu vas trouver. Oh là 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 là. Ouais. C'est pas croyable. Ah, oui. Alors, il y a notre message là et tout. Est-ce que vous êtes plus resto, classe ou vous préférez manger à la maison? Ah, tu sais, moi, je suis du genre à créer des conditions favorables hein, à domicile. J'aimerais bien, d'abord, que ma femme cuisine comme au resto. Elle me serve comme au resto. Avec le même protocole, comme au resto, mais chez moi, à la maison. Ouais, ça me ferait énormément plaisir. Que je dise serveuse. Ouais. Voilà, ça serait quand même bien. Vous êtes au courant qu'elle va suivre? Ah bon, pas serveuse, madame. Ouais, c'est ça. Et ça, j'aimerais, parce qu'après, au resto, c'est bien aussi, parfois c'est bien pour la détente, mais c'est également bien de créer des bonnes conditions à domicile. Voilà, tu peux après aller au resto, mais après tu n'es pas très impressionné. Tu es, Par la nourriture. Enfin, impressionné par le prix peut-être. ouais, parce qu'il y a des gens qui vont au resto, c'est pas parce qu'ils veulent se détendre. C'est parce que madame cuisine mal. On ne le dit pas souvent, mais c'est ça parfois. Ouais, mais si Nul en cuisine. Elle est nulle. Tu vois. Parfois, tu manges tu as vraiment la viande qui a du goût vraiment de... De chlore. Pas de chlore.
Non, ça a le goût parfois de cartes ici. Mais... ça ne va pas. À un moment donné, tu te dis, mais je vais au resto. C'est plus simple. Tu as beau appeler le parrain, hein, Chaouri ou Manamouki, mais ça ne marche pas. Alors les gens, ils sont parfois obligés d'aller au resto pour éviter des problèmes à la maison. Ouais. Mais après, ce serait bien de manger à la maison, même si je ne suis pas contre les restaurants. Carrément. Alors, enfant, à l'avant-dernière, je crois. Connexion, hein, comprenez. Ah oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation où vous devez soit payer des habits, payer des habits classe, avec des accompagnements cravates et tout, comme vous l'êtes. J'ai toujours. vu également qu'il y a cette mouchoir de poche qui n'est pas moindre aussi. Elle a été faite à la main. Oui. C'est... Ouais, du coup, est-ce que vous pouvez, entre payer les habits classe, être chic et aider des personnes nécessiteuses, vous êtes plus pourquoi? Ah, ça c'est une question quand même difficile. Mais est-ce qu'on ne peut pas aider ces personnes-là en étant bien habillées? Enfin, ça par exemple. Si on peut acheter un peu d'habits et puis aider aussi les gens un peu. Parce que tu ne vas pas quand même aller aider les gens torse nu. Tu vois? Imagine, tu vas dans un orphelinat, tu vois, torse nu quand même. Ça va être compliqué. Carrément à poil. Ah oui, ça va. Je vais tout donner quoi. On va plutôt t'arrêter. Je ne sais pas trop si vous vous rappelez. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Espoir Boulangalire, c'est au-delà du fait que c'est un grand frère que je respecte beaucoup, c'est un ami et tout qui nous a toujours conseillé, même dans le métier d'humoriste, tout ça. Il m'a aussi enseigné à l'université. Ouais, il enseigne aussi à l'université, professeur d'université. Et parfois, je me sentais gêné, un peu dans cette posture où vous êtes là en train d'enseigner, moi assis, et puis aux répétitions et tout, parfois c'est moi qui vous écoute et tout. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et je me rappelle, il y a un moment, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, le jour de ma défense, vous étiez membre de mon jury, enfin... Ah oui, de ce mémoire. C'est un brillant mémoire hein, que nous avons eu le plaisir de lire et surtout de passer du rouge. Hein. Et je me rappelle, j'étais un peu stressé avant de commencer à discourir, enfin à faire l'examen. Enfin. Et ensuite, après que j'ai fini de lire le condensé du mémoire, vous étiez le premier lecteur. Et vous étiez le premier lecteur. Et quand vous aviez pris la parole, il y a un truc très marrant que vous aviez dit. En prenant le mémoire, vous avez fait 2 ou 3 fois. Et puis, vous m'aviez appelé par mon nom de scène. Moi, après, je ne savais pas que c'était ton nom de scène. Je pensais que tu t'appelais Jospin Post-No Desmarques. Ouais, c'était vraiment une belle expérience parce qu'après, ça m'avait vraiment relaxé. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne pensaient pas qu'on faisait le... Ah oui, c'est ça. Et c'était vraiment une expérience et tout, de vivre ce moment où vous m'enseignez, même de ce côté, et puis de l'autre côté, vous me donnez des conseils. C'était vraiment un moment intéressant pour moi. Et j'espère que d'autres personnes vont avoir la chance de vivre ce moment avec vous. Parce que je trouve vraiment que vous êtes une personne un peu hors pair, dans le sens où vous trouvez toujours, souvent là où il y a la faille, je ne sais pas, vous trouvez toujours là où il y a la faille et vous avez souvent le juste mot pour dire comment faire pour enfin, défailler, si je peux dire de cette façon-là. Ah là, je suis vraiment flatté. Je risque... Ouais, en tout cas, ça c'est très touchant. Hein. C'est parmi les rares occasions qu'on te dit des choses comme ça. Et puis en direct. En direct, carrément. Ouais, c'est vraiment... Surtout que ce n'était pas prévu. C'était pas prévu, en fait. Moi, je suis venu, je pensais, on m'a dit qu'on m'invitait dans une fête de baptême. Mais après, j'aimerais tout dans ce podcast. Mais en fait, je savais, c'était une blague. Ouais, mais... Oui, justement, au fait... Partager, c'est toujours un plaisir de partager avec des gens, surtout... Si on peut aider quelqu'un, pourquoi ne pas lui prêter main forte. Surtout que c'est avec plaisir qu'on le fait. Et donc, des fois, ça commence à devenir comme une sorte de sacerdoce. Tu sens que voilà une vocation à laquelle tu ne sais pas échapper. C'est-à-dire, il y a des moments où tu es même assis chez toi, tu réfléchis à des choses qui passent dans ta tête, tu essaies de te dire,
peut-être c'est le moment, il faut que j'arrête maintenant avec tout ça. Quelqu'un, tu ne l'as pas sonné, tu ne sais pas il est dans quoi, après tu envoies un message pour te dire mon cher, s'il y a quelque chose que tu dois laisser dans la vie, ne pense même pas laisser l'humour. Juste comme ça. Juste comme ça, tu ne lui as rien dit, il ne sait même pas à quoi tu penses. Après tu te dis, peut-être Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Ça c'est d'une autre. Ça c'est d'une autre. Ouais. Et donc, parfois, après, vous ne savez pas à quel point les gens aiment ce que vous faites. Même vous le faites, des petites choses, mais avec beaucoup d'engagement et beaucoup de passion. Et voilà, après, ce qui est mauvais, c'est de ne rien faire. Fais quelque chose, après, ça peut toujours se fructifier et apporter du fruit. Carrément. Et justement, je pense que c'est même dans cette dynamique que c'est inscrit. Ah, ça, c'est un mot vraiment. Je commence à vous emboîter placé à bon escient, comme vraiment un podcastiste. C'est quoi votre métier déjà de faire le podcast? Ah, écoute, moi je suis là. La procrastination. La procrastination. Ah, ça, j'ai l'impression. Ah oui, mais. Ah, ça c'est plutôt intéressant. Ça c'est plutôt intéressant. Ouais, justement, j'étais en train de dire que même là, enfin, c'est même dans cette dynamique virgule, parce que c'est virgule qui a fait à ce que nous soyons dans ce. On ne s'est jamais assis sur des sièges comme ça avant. Hein. Ah oui, mon cher, ça, si tu t'assois comme ça seulement dans des hôtels. Oui. Ah ouais, ou ce n'est pas toi qui paie la facture. Carrément, et c'est justement ces virgules qui paye la facture ici aussi. Ah, carrément. Ah, oui, et c'est Virgule qui a tenu à vous inviter pour vraiment, je suis touché. Parler de vous. Je suis touché par Virgule. Oui, parce que c'est quand même... Vous savez, ça c'est quand même une idée de génie. Avoir des choses comme ça dans la vie. On en a besoin, en fait. Les gens ne savent pas, mais... Ça, c'est des visions qu'il faut soutenir et appuyer. Et moi, je me suis dit, même si je dois être sur la Lune, je vais revenir quand même. Et puis, je ne pouvais pas manquer ça et c'est un honneur d'avoir été invité. Et puis, ils sont tellement organisés qu'ils t'envoient une invitation. Ouf! Carrément. Bon, c'est-à-dire, on t'a déjà parlé, tu es d'accord. Mais les organisateurs, ils t'envoient quand même l'invitation. Sous pli fermé, mais à découvert. Par une lettre recommandée à la poste. Tu vois, avec accusé de réception. Donc ça, tu dis, tu vois les sérieux dans le travail. J'imagine que dans la lettre, il y a des virgules. Après oui, il y a des virgules partout. ouais. Mais quand même, après, c'est bien de passer. C'est vraiment un honneur. Un honneur. Et on parle de scène internationale, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Des conditions internationales, mais à domicile. Carrément. Ça, c'est vraiment. Parce que c'est rare, ce genre de. Très rare, et ça mérite vraiment du respect et d'être appuyé. Merci. En tout cas, merci Espoir Boulangalire d'avoir été avec nous pour ce podcast. Merci énormément pour Jopat. Ah oui, Jopat. Les gens ne le savent pas, mais c'est un collègue. On a étudié avec lui au collège. Ah bon? C'est un garçon quand même. Il me faisait rire en fait. Et je suis convaincu qu'un jour il finira humoriste. Ça, je vous l'ai dit en passant, mais je suis sûr que ça va être le cas. Et quand il m'a invité, je me suis dit, waouh, ça, c'est les genres de choses qu'il ne faut pas manquer. Et voilà. Surtout que je trouve total soutien. Carrément. Ouais. Et je trouve aussi que c'est vraiment un moyen de mettre en lumière la plupart des personnes qui ont plus ou moins un chemin bien tracé et tout. C'est qui est rare ici chez nous, je trouve. Ah oui, justement, parce qu'il y a déjà... Mettre à lumière, ça, tu sais rien de le dire. Tu vois déjà combien de projecteurs il y a comme ça. Ouais, c'est cela. C'est bien fait, c'est réussi. Autant de lumière. Après, tu ne sais plus voir. Tu vois, tu sors de la maison, tu deviens aveugle, ébloui par la lumière. Ah ouais. Mais c'est toujours bien de mettre un projecteur sur, parce qu'il y a du talent à Bukavu. Ça, il faut en être sûr. Bon, ça, je ne t'apprends rien. Jospin de Mars, tu as été au casting Mon Premier Montreux. Carrément. Des justesses, tu aurais pu aller en Suisse. Des justesses. Des justesses comme ça. Dieu sait si je serais rentré. Ah, ben, peut-être que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, voilà, c'est-à-dire le talent que vous avez démontré avec le casting, et d'autres encore continuent à faire la même chose. Justement.
que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine, de l'audiovisuel et dans le domaine des podcasts aussi. On fait comme on peut. On fait comme on peut. Et donc, il faut vraiment pousser de l'avant et appuyer cette vision, ces genres de vision. Et vous allez voir que dans les jours qui viennent, Bukavu va devenir vraiment une référence dans beaucoup de choses. Ça, c'est très vrai. Oui. Ça, c'est très vrai. J'étais disant que, mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de ce podcast. Pourquoi je prends une voix? Ou bien on peut s'élever aussi comme ça pour le dire de manière plus... Parfois, tu as une belle ceinture, mais Virgule n'a pas prévu que tu t'élèves. À un moment, il faut s'élever. Tu as trouvé un moyen pour... Ouais. Merci en tout cas pour toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Merci à Espoir, merci à Virgule pour ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que d'autres invités seront à la prochaine. Et merci d'activer la cloche de notification. Elle est de ce côté ou de ce côté? Bon, peu importe où qu'elle se trouve, activez-la. Cette cloche-là. Activez-la. Ne ratez rien. Virgule, ne ratez rien. Virgule. Il faut placer une virgule à chaque. Place une virgule, c'est-à-dire la vie c'est comme ça. Personne ne peut mettre un point final dans ta vie. Tu peux juste placer une virgule. Et même cette émission, ce podcast n'est pas fini. C'est juste une virgule. C'est juste une virgule. À la prochaine. Merci.